Bonjour, dans les précédentes capsules, je vous ai parlé d'abord des débuts du protocole Montréal pour la protection de la couche d'ozone, du fonds multilatéral qui a été, je crois, l'un des éléments essentiels dans la mise en œuvre du protocole Montréal parce que ce fonds a permis à tous les pays en développement d'être impliqués et d'honorer surtout leurs obligations vis-à-vis du protocole. Et il y en a beaucoup. Puis je vous ai parlé des petites astuces qu'utilisaient, ou des grandes astuces, c'est selon qu'utilisaient les industries chimiques pour mettre au point de nouvelles substances. Et parfois elles n'étaient pas si nouvelles que ça. Mais aussi de faire un peu l'impasse sur des solutions qu'on appelait naturelles, c'est-à-dire qui existaient et qui ne nécessitaient pas de substances chimiques telles quelles. Puis je vous ai parlé aussi des dessous politiques. Il y en a eu beaucoup. Je ne vous ai cité que quelques exemples. Pour moi, ça avait été toujours une occasion ratée de montrer que la protection de l'environnement fait fi des frontières, fait fi des positions, des idéologies et autres. Mais bon, il fallait s'en accommoder. Et aujourd'hui, je vais vous parler du rôle des bureaux ozone. Alors, les bureaux ozone, c'est quoi? Les bureaux ozone ont été d'abord créés 3 ou 4 ans, en fait, après la création du fonds multilatéral lui-même. Et c'était à l'instigation du programme des Nations Unies pour l'environnement, soutenu en cela par l'ONUDI, l'organisation à laquelle j'appartiens, et qui consistait à dire que pour mettre en œuvre les dispositions non seulement du protocole, mais aussi faire en sorte que les projets qui seront approuvés par pays, donc je parle des pays en développement, il fallait une courroie de transmission, il fallait une institution responsable de cette application du protocole. Et l'idée était aussi de dire qu'il fallait une certaine autonomie à ce qu'on appelait les bureaux zones pour les soustraire en fait à, je dirais, aux caprices de responsables au niveau des ministères comme celui du ministère chargé de l'environnement. C'est dire que c'était une tâche pratiquement impossible. Mais dans un certain sens, nous y sommes tous arrivés, je crois. Donc ces bureaux ozone avaient fait l'objet d'un débat très vif, très vif au niveau du comité exécutif, parce que les pays donateurs disaient que ce n'est pas dans, si j'ose dire, les procédures qui avaient été mises en place lors de la création du fonds multilatéral. Qu'en fait, la responsabilité d'exécution revenait au gouvernement qui serait donc destinataire de ces projets. Bien sûr, avec l'assistance des agences d'exécution telles que l'ONUDI. Et donc, ça avait été une rude bataille et ça avait été parfois houleux. Mais au bout du compte, l'idée de mettre sur pied des bureaux ozone avait été acceptée et avec un budget renouvelable tous les 2 ans. C'est-à-dire le budget consistait d'abord à, je dirais, à consacrer un salaire aux responsables du bureau ozone, si on voulait qu'il soit autonome, et surtout à financer beaucoup d'opérations de conscientisation, de formation, de contact avec les entreprises qui seraient concernées par les projets de substitution dans les pays respectifs. Et cette histoire de salaire avait également soulevé
énormément de problèmes. Parce qu'en fait, on proposait à l'époque quelque chose comme 800 $ par mois pour chaque bureau aux hommes, où qu'il soit. Et dans beaucoup de pays, 800 $ était une très grosse somme. Je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous faire rire ou sourire. Je me souviens d'un ministre d'un pays que je ne nommerai pas, qui m'avait appelé, il m'a dit, mais écoutez, vous prévoyez de donner un salaire de 800 $ à monsieur Intel, qui était pressenti pour prendre en charge ce bureau, mais moi, savez-vous quel est mon salaire en tant que ministre? J'ai dit, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Il m'a dit, non, non, moi, c'est moins de 400 $ par mois. Comment voulez-vous que j'accepte de donner 800 $ à quelqu'un qui est supposé être de mon département ministériel? Donc voilà, c'était un problème quand même assez sérieux qu'il a fallu régler au niveau de la réunion des partis, puisque à la réunion des partis, en général, les ministres de l'environnement de ces pays, de tous les pays, venaient assister. Donc, on a essayé d'expliquer que c'est le minimum que l'ONU, parce qu'il y avait des règles au niveau de l'ONU pour financer des consultations, en fait, d'experts locaux. Donc, c'était quand même important de le souligner pour tous les pays. Et donc, finalement, même si certains ministres avaient rechigné à accepter comment dirais-je, cette décision, il n'en demeure pas moins que ça avait été consacré dans tous les pays. Il y a eu 2 ou 3 pays, faut-il le souligner, où on disait c'est nous qui allons payer ces bureaux ozone, et ces 800 $, bien, on va les utiliser pour des actions pour protéger justement la couche d'ozone. Et là aussi, ça avait été refusé par l'ONU parce que nous savions que c'était une manière de ne pas payer ces bureaux ozone pour la somme que je citais auparavant. Donc voilà, ça c'était quelque chose de, comment dirais-je, d'assez cocasse, si je puis appeler ça ainsi, mais en fait c'est une réalité qu'on ne pouvait pas cacher. Mais je dois dire que le fonctionnement des bureaux ozone a été à beaucoup d'égards remarquable. D'abord, on a formé ces gens-là, et c'était important pour qu'ils puissent justement répondre à la nécessité de suivre les programmes dans leur pays. Et même s'il y a eu parfois des manquements, etc., mais en général, les choses ont bien fonctionné. Alors je disais que ces bureaux ozone ont plutôt bien fonctionné. Ils ont été un peu nos interlocuteurs au niveau des pays pour d'abord préparer un certain nombre de projets, mais aussi de nous donner le feu vert quant à la présentation de ces projets au comité exécutif du Fonds multilatéral. Et surtout faire en sorte que toutes les actions prévues par le protocole de Montréal, notamment des rapports annuels sur les consommations, y compris importation, exportation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour s'assurer que le calendrier d'élimination est bel et bien respecté. Pour certains, ça n'avait pas été le cas. Et bien sûr, il y avait, comme je l'avais précisé, le comité d'application qui était chargé justement du suivi de l'application de ce protocole. Une sorte de tribunal, si j'ose dire. On prévoyait même des sanctions financières à l'encontre de ces pays. Et il y en a eu un certain nombre. Je vous parlerai par la suite de l'Algérie lorsque je consacrerai une capsule spéciale pour l'Algérie. Pour le moment, donc, ce programme donc, des bureaux ozone est donc approuvé par le comité exécutif et financé par le Fonds multilatéral.
C'est des programmes qu'on appelait le renforcement institutionnel. Renforcement institutionnel voulait dire formation des responsables de bureaux zones, formation d'un certain nombre de personnel pour faire fonctionner le bureau zone, et également de financer un certain nombre d'ateliers scientifiques, techniques, juridiques, etc. Et aussi être en mesure donc d'avoir des relations avec toutes les entreprises concernées par le protocole Montréal au niveau du pays. Et ces bureaux zones jouissaient, je dirais, malgré tout d'une certaine autonomie, puisqu'aussi les responsables bureaux zones étaient donc attendus d'abord qu'ils soient présents à toutes les réunions des parties au protocole, donc réunions qui se tenaient 2 fois par an. La première étant, c'est un groupe à composition non limitée qui était chargé de préparer la réunion des partis, et puis après la réunion annuelle des partis où les ministres et autres étaient conviés. Mais aussi d'être présent à toutes les réunions régionales qu'organisait le Programme des Nations Unies pour l'environnement, pour justement renforcer toute la compréhension des procédures. Et il y en avait beaucoup. Vous savez, à un moment donné, lorsqu'on a compilé toutes les règles et procédures du protocole Montréal, on était arrivé à quelque chose, à un volume d'à peu près 700 pages. Donc c'est dire que c'était un véritable défi pour ces responsables des bureaux zones d'intégrer toutes ces règles, toutes ces procédures, toutes ces façons de fonctionner du Fonds multilatéral. Et on en parlera d'ailleurs parfois des incompréhensions qu'il y a pu avoir au niveau des bureaux zones avec justement les agences d'exécution ou le comité exécutif. Le comité exécutif était, je dirais, la charnière centrale en matière d'application du protocole Montréal. Et donc c'était le but que nous étions tous assignés et qui quelque part a bien fonctionné. Donc ces bureaux zones ont fait un travail, je dirais, très honorable. Beaucoup d'ailleurs nous ont aidés dans nos tâches en matière d'exécution des projets dans leurs pays respectifs. Et bon, bien sûr, il y a toujours eu ce qu'on appelle en anglais des setbacks, mais ce n'était pas pour, je dirais, ralentir ou annihiler tous les efforts qu'on pouvait faire dans ces pays-là. Donc les bureaux zones ont été une excellente idée et qui a effectivement permis au Fonds multilatéral de bien fonctionner et surtout d'apporter cette assistance que nous, en tant qu'agence d'exécution, nous demandions à chaque fois. Et au lieu de nous adresser à un ministre à tout moment, le bureau zone était notre courroie de transmission dans ces pays-là. Et je crois que c'était ça l'important point qu'il faut souligner. Et quand on veut effectivement faire en sorte que les choses fonctionnent dans un pays, et cela est toujours possible. Et ça a été le cas dans pratiquement tous les pays en développement, même ceux dont les moyens étaient très limités. Parfois, il y avait des bureaux zones à qui on devait financer par exemple un petit laptop, parce que bon, le budget au niveau de son ministère ne lui permettait pas d'avoir ce type d'équipement. Parfois, comment dirais-je, les relations d'un point de vue communication, etc., étaient parfois difficiles. Et nous avions essayé d'aider du mieux possible dans des pays où effectivement les moyens étaient encore une fois très limités. Je crois que ça, c'est quelque chose de recommandable. Voilà, je continuerai à vous parler de
de la responsabilité de ces bureaux zones dans une autre capsule prochaine, et pour montrer que tout est possible quand on a la volonté de le faire. Merci.